Bonjour à tous. Donc je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique et d'organisation pour avoir sélectionné 4 ans après, parce qu'on a fait un point pour les GRA en 2015, un point sur Campylobacter dans la filière avicole, et donc que j'ai le plaisir à partager avec Julie Maillot. Ce ne sera pas je démarre et elle finit, je démarre, elle prend la parole et puis je terminerai sur les moyens de lutte au fait. Donc je vais commencer par vous présenter un état de connaissance actuel et puis Julie interviendra sur des données terrain récentes pour revenir sur un focus sur un moyen de lutte en particulier au niveau des productions primaires. Donc, alors c'est une figure dont beaucoup d'entre vous a l'habitude de voir. Elle n'évolue pas beaucoup depuis le début de la surveillance des campylobactérioses, donc la maladie causée par Campylobacter et première maladie zoonotique depuis le début de la surveillance dans les années 2000 jusqu'à maintenant. C'est le chiffre de cas rapportés qui varie d'une année à l'autre. Donc, première zoonose alimentaire décrite en Europe. Donc, c'est des chiffres publiés par l'Agence européenne ou l'Autorité européenne de sécurité sanitaire des aliments. Donc, toujours des données publiées par l'EFSA qui montrent qu'au tout début de la surveillance et jusqu'à l'année 2013-2017, on assistait à une augmentation significative des cas de campylobactériose en Europe. Et depuis 2013, entre 2013 et maintenant, l'évolution est plutôt stable. Il n'y a ni augmentation ni diminution. Ça reste quand même la première maladie d'origine alimentaire en Europe. Alors, les données en France suivent aussi cette tendance, à savoir une augmentation significative des cas déclarés ou des souches rapportées au Centre national de référence en France, avec une augmentation significative depuis la mise en place de cette surveillance. Par exemple, le CNR a reçu plus de 17% en plus de souches en 2016 par rapport à l'année précédente. Donc on n'est pas encore dans cette figure stable qu'on observe au niveau européen. La figure en parallèle montre un pic estival, donc c'est aussi quelque chose qu'on connaît par rapport à Campylobacter. De manière générale, il y a un pic estival lié à plein de facteurs que je n'aborderai pas ce matin. Par rapport à l'incidence, au fait, c'est les moins âgés, donc les plus jeunes, qui sont affectés. On a une incidence très élevée chez les plus jeunes. Et au fait, la comparaison de l'incidence entre hommes et femmes montre que les hommes sont plus à risque. On a une incidence plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Alors, les facteurs de risque les plus décrits, je ne les citerai pas en détail, mais j'ai entouré, au fait, les facteurs de risque liés à la filière avicole ou à un produit de la filière avicole, juste pour vous montrer à ce stade l'implication de la filière avicole dans la transmission de cette maladie à l'homme. Un peu plus en détail sur les sources alimentaires, où là aussi on voit que plus de la moitié des produits qui ont été identifiés comme source de transmission de Campylobacter, on revoit des produits de volaille, rendant alors cette filière, et notamment le poulet de chair, la filière responsable ou en première ligne responsable de la transmission de Campylobacter à l'homme. Alors, une étude très récente qu'on a effectuée à l'ANSES à travers un travail de thèse où nous avons cherché à
attribuer les sources des cas de campylobactériose en France, nous avons été amenés à collecter des isolats de différentes filières de manière représentative. Sans trop vous exposer les détails, ce que je souhaite vous montrer ici, donc grâce à cette large collection d'isolats, à des outils de séquençage et de bioinformatique, on a pu démontrer que plus de 50% des cas de campylobactériose sont attribués à la filière volaille, donc qui est ici représentée, je ne sais pas si le pointeur marche, représentée par la couleur jaune. Donc sur 2 années de référence qu'on avait retenues, 2009 et 2015, simplement parce qu'on a collecté des isolats humains de ces 2 années-là. Et donc, c'est le cas entre 2009 et 2015. La filière avicole, elle est en première ligne, donc plus de 50% des cas sont attribués à la filière volaille. Même si on a été surpris de voir que la filière bovine suit de près, donc c'est un sujet qu'on va explorer davantage dans les années à venir, on a quand même aussi démontré l'implication de la filière avicole dans cette transmission de la campylobactériose ou transmission de campylobactère à l'homme. Donc ces résultats ont été récemment publiés en détail pour les curieux qui veulent savoir un peu plus sur ce sujet. Donc, confirmation aussi en France de cette implication, de l'implication de la filière. En 2008, donc c'est des données un peu maintenant devenues vieilles, mais qui restent la référence en matière de représentativité de la prévalence de campylobactère dans les élevages de poulets de chair. Donc là, c'est l'image qu'on a dans les différents pays européens qui ont contribué à cette enquête selon le même protocole. Par rapport donc à l'implication de cette filière dans la transmission de campylobactère à l'homme, on voit bien que la prévalence est relativement très élevée un peu partout en Europe, malgré des pays où, parce que chaque histogramme correspond à un pays, malgré des pays sont surtout situés au nord, qui ont une prévalence dans les élevages plus faibles. Par rapport à l'état des lieux en France, de la même façon, ce sont des données qui remontent à 2010 maintenant, mais qui sont représentatives de l'image de la prévalence de campylobactère sur toute la chaîne, de l'élevage jusqu'au consommateur, où nous avons aussi démontré la forte prévalence à tous les stades de la chaîne, dans les élevages, au niveau des produits à l'abattoir et puis au niveau des produits au niveau de la distribution, avec des contaminations, donc prévalence plus de 70% à chacune de ces étapes, mais aussi un portage intestinal très important. En moyenne, 8 logs de portage intestinal chez les animaux sans pour autant manifester des symptômes. Donc, c'est là où on a des marges de manœuvre, au fait, pour réduire cette charge. Je vous en parlerai dans l'étape moyenne de lutte. Là, je vais laisser la parole à Julie pour vous faire un état des lieux actuel avant de proposer les moyens de lutte. Merci. Bonjour à tous, merci Marianne. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les premiers résultats des professionnels, puisque j'ai été invitée pour donner la vision des professionnels de l'abattage sur le sujet campylobactère, et ça tombe bien puisqu'on a une actualité réglementaire plutôt récente. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'après de longues et tumultueuses discussions dans les diverses instances européennes, un nouveau règlement est sorti qui concerne Campylobacter et qui a introduit un critère d'hygiène dans les abattoirs de volailles. Donc, ce critère d'hygiène s'ajoute aux critères d'hygiène existants sur Salmonelle et a été mis en place uniquement pour les carcasses de poulet de chair, et donc épargne la dinde pour l'instant.
avec donc le prélèvement donc de 50 échantillons en abattoir sur une période de 10 semaines, à raison de 5 échantillons par semaine, et un objectif, une limite réglementaire fixée à 1000 UFC par gramme pour ces prélèvements. Donc, ce règlement a été appliqué à partir du 1er janvier 2018 et donc je vais pouvoir vous présenter à la suite la synthèse des premiers résultats remontés des abattoirs qu'on a pu compiler au niveau de la FIA et du CNADEV, les fédérations représentantes des abattoirs. Donc, juste pour vous redire également que ce critère réglementaire qui s'applique a une tolérance, c'est-à-dire que sur les 50 échantillons, on a pour l'instant le droit d'avoir 20 échantillons qui excèdent la limite réglementaire, mais c'est progressif dans le temps, puisque à partir de 2020, on aura le droit à 15 échantillons sur 50, et à partir de 2025, 10 échantillons sur 50 qui dépassent les limites réglementaires. On a donc une progressivité dans l'application de ce règlement européen qui va nous permettre de progresser dans la maîtrise de Campylobacter en abattoir. Je vous ai remis, mais je ne vais pas m'attarder dessus, le protocole de prélèvement. Juste pour vous signaler qu'en fait, on prélève généralement en abattoir les mêmes lots que ceux sur lesquels on fait les contrôles salmonelles. Donc en fait, on prélève 15 carcasses par semaine sur un lot. On groupe les échantillons, donc 3 carcasses par 3 carcasses pour avoir 5 échantillons. Et on peut donc analyser les premiers résultats et la conformité avec la réglementation au bout de 10 semaines, puisque c'est à ce moment-là qu'on a les 50 échantillons qui permettent de voir si on respecte ou pas la réglementation. Donc, au-delà de l'aspect réglementaire, bien sûr, Campylobacter est une préoccupation pour l'ensemble de la filière volaille et pour les abattoirs, parce qu'il y a un lien avec l'antibiorésistance. Évidemment, on a pu retrouver des niveaux d'antibiorésistance assez importants chez Campylobacter. Donc, c'est un sujet qui nous préoccupe et également parce que ça a eu des impacts médiatiques. Donc, je vous ai remis quelques sympathiques articles de presse qui sont sortis dans la presse anglaise, mais également en France en 2014. Quand en fait les médias anglais ont publié les résultats des prévalences Campylobacter sur les volailles en Angleterre. Donc ce sont les résultats abattoirs. On voit que c'est un sujet qui a un impact médiatique fort, qui évidemment a mauvaise presse et qui est en plus difficile d'expliquer aux consommateurs et au grand public, puisqu'il y a souvent une confusion entre la prévalence, donc le nombre de volailles qui ont un portage Campylobacter et le niveau de contamination par Campylobacter avec cette limite réglementaire qui est donc fixée à 1000 UFC par gramme. On a également des conséquences en abattoir sur nos marchés à l'exportation. Certains pays comme la Suisse ou le Danemark notamment ont décidé de mettre des critères supplémentaires sur Campylobacter, ce qui crée en fait des barrières à l'exportation. Et je voulais également rappeler qu'à l'importation, Campylobacter donne un avantage aux viandes congelées, puisque étant sensible au froid et donc à la congélation, cela donne un avantage compétitif non négligeable aux viandes brésiliennes et thaïlandaises qui peuvent arriver sur le marché. Donc pour connaître les niveaux de contamination en abattoir, la FIA et le CNADEV ont réalisé une collecte de données. Donc c'est une collecte de données a posteriori des analyses qui ont été faites en abattoir en 2018, qui servaient donc dans un premier temps à vérifier le respect du critère d'hygiène réglementaire et également à établir une référence pour mesurer les progrès qu'on accomplira dans les prochaines années. L'échantillon était composé des abattoirs adhérents de la FIA et du CNADEV qui ont accepté de nous répondre et de nous envoyer leurs données. On les en remercie. On n'a pas discriminé sur l'espèce ou le mode d'élevage. Donc évidemment, la majorité de l'échantillon, vous le verrez, est composé de prélèvements sur du poulet de chair. Mais il y a également un petit peu de dinde ou de pintade, puisque les abattoirs font des contrôles sur d'autres espèces en plus de la réglementation. On a également évidemment demandé donc l'espèce abattue, le mode d'élevage, la date d'abattage ou de prélèvement qui nous servira à voir la saisonnalité et le dénombrement relevé. Alors, dans notre échantillon de données, on a 24 sites d'abattage qui ont répondu, avec presque 6000 échantillons récoltés, 5752 sur des pots de coups, donc c'est là que le critère réglementaire est contrôlé, mais également 241 pièces entières, donc ça c'est des autocontrôles volontaires de l'abattoir qui vont au-delà de la réglementation, avec une moyenne de 250 échantillons par site, ce qui est tout à fait cohérent avec l'application du critère réglementaire, qui prélève donc 5 échantillons par semaine pendant 52 semaines.
Donc vous verrez que l'échantillon surreprésente évidemment le poulet, puisque c'est le critère réglementaire, et qu'on a réussi à avoir une répartition correcte au niveau des modes d'élevage, avec 3200 échantillons environ sur le standard, 1600 sur le plein air, donc label et bio, et toute volaille sortant à l'extérieur, même si c'est très faible dans l'échantillon, et 756 échantillons sur le certifié. Donc je me concentrerai par la suite plutôt sur le poulet de chair pour les résultats. Donc au niveau du respect du critère réglementaire, toutes espèces confondues et tout mode d'élevage confondu, on voit qu'on est à 70% d'échantillons qui sont en dessous de la limite réglementaire de 1000 UFC par gramme et 30,7% qui sont au-dessus de cette limite. Et quand on décompose par mode d'élevage, on voit qu'il y a peu de différences. Statistiquement, il y a une tendance qui ressort avec un mieux pour le plein air, pour les volailles plein air, ce qui est un premier résultat surprenant puisqu'on s'attendait plutôt à ce que les volailles plein air soient plus contaminées ou avec des niveaux de contamination plus élevés. Quand on s'intéresse ensuite à la saisonnalité, on voit là, je vous ai remis donc sur le graphique les limites réglementaires. Donc la limite réglementaire actuelle qui autorise 40% d'échantillons non conformes, qui changera en 2020 pour passer à 30% d'échantillons non conformes et qui descendra ensuite à 20% en 2025. Vous voyez qu'on retrouve le pic estival que Marianne évoquait tout à l'heure sur notre échantillon, avec une montée brutale au niveau des mois de mai et juin. Par contre, ce qui est plus étonnant dans ces données, dans ces résultats, c'est que ce pic estival se poursuit et qu'on n'a pas de décroissance à la fin de l'année. Donc on peut se demander si peut-être l'année 2018, qui a été particulièrement avec un temps particulièrement clément sur l'automne et l'hiver, a pu changer cette répartition habituelle avec le pic estival qui est censé redescendre au mois d'octobre-novembre. Quand on s'intéresse ensuite à la saisonnalité et au mode d'élevage, on a également donc un résultat étonnant puisqu'on voit que le plein air est plus stable tout au long de l'année. Avec des taux qui sont en dessous de la limite réglementaire jusqu'au mois de novembre-décembre et une augmentation justement sur la période festive qui nous interroge également puisque ça n'aurait pas dû se présenter comme ça. Par contre, la courbe du standard suit évidemment la courbe précédente et montre qu'on a un pic estival qui se maintient ensuite sur toute la fin de l'année. Donc, les facteurs explicatifs pour le fait que les volailles plein air soient moins contaminées et avec une stabilité tout au long de l'année peuvent venir peut-être du fait que l'abattage des lots label rouge, quand c'est un abattoir qui n'abat pas que du label rouge, sont faits plutôt en début de journée. Donc, on n'a pas le facteur contamination croisée qui pourrait jouer en abattoir. On a également peut-être l'âge des animaux qui pourrait expliquer un petit peu, puisqu'on a vu dans certaines publications que quand les animaux sont plus âgés, la prévalence de Campylobacter finit par diminuer. Également, la pratique des enlèvements partiels a pu jouer, puisqu'en label rouge, on a peut-être moins d'enlèvements partiels qu'on ne peut en avoir en volaille standard. Or, on sait que lors d'un enlèvement partiel, il peut y avoir un apport de contamination par les équipes de ramassage, plus un stress des animaux qui pourrait induire une augmentation de la prévalence de Campylobacter. Donc j'en ai fini avec la présentation des résultats qui sont à affiner et nuancer. En effet, cette étude donc, est une collecte de résultats a posteriori et il nous manque quelques données qui pourraient être intéressantes d'étudier. Notamment, on n'a pas la contamination initiale. Tous les résultats que je vous ai présentés sont des résultats qui ont été pris sur peau de cou après le ressuyage, donc après le processus d'abattage. Et on a rarement la donnée de la contamination initiale dans les CK de l'animal à l'arrivée à l'abattoir. Il serait très intéressant de pouvoir corréler les résultats abattoir fin de process et les résultats entrée abattoir. On n'a également pas la donnée de l'ordre d'abattage du lot prélevé dans la journée. Donc on ne sait pas si ce sont des lots qui ont été abattus plutôt en début, milieu ou fin de journée d'abattage, ce qui peut également avoir une incidence sur la contamination croisée par rapport aux lots qui ont été abattus précédemment.
Et on n'a pas beaucoup d'informations sur les paramètres d'élevage, donc il serait intéressant d'affiner avec notamment une donnée sur les enlèvements partiels. Est-ce que le lot prélevé est un premier enlèvement ou un deuxième ou troisième enlèvement dans le poulailler ? Est-ce que c'est un enlèvement manuel ou mécanique? Et enfin, est-ce que la mise à jeun a été bien faite ou pas? Et on a également une interrogation sur les conditions de transport, et notamment la chute des fientes ou les contaminations qu'il peut y avoir par le transport. Enfin, ce serait probablement intéressant de corréler avec les températures et conditions climatiques, puisqu'on voit que le pic saisonnier peut être dû notamment à la température. Enfin, on a remarqué, mais de façon très empirique, après échange avec nos adhérents, qu'on avait encore des doutes sur le transport des échantillons et les analyses par les laboratoires. Donc on a peut-être encore des choses à affiner, puisqu'on s'aperçoit qu'avec un même apporteur de données abattoirs et deux laboratoires différents, on ne retrouve pas tout à fait les mêmes résultats. Donc on a peut-être encore des choses à creuser au niveau des laboratoires. Et on va donc pouvoir poursuivre les travaux avec une collecte de données, on l'espère, en 2019, avec autant, voire plus de répondants. Et puis, ça me permet aussi de dire qu'on attend beaucoup, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de questions dans ce que je présente, on attend beaucoup de la recherche, et notamment des leviers à la fois sur l'élevage, sur l'abattoir, et on n'oublie pas le consommateur, qui est le dernier à manipuler sa volaille et à assurer la bonne hygiène lors de la préparation. Donc ça me permet de passer la parole à Marianne, qui va nous présenter des leviers d'action. Donc, les leviers d'action, c'est un grand challenge, comme on va voir. Alors, suite à l'enquête de prévalence européenne qui a eu lieu en 2008, la Commission européenne a saisi l'EFSA à plusieurs reprises pour travailler sur justement des moyens de lutte afin de savoir quoi mettre en place impactant le plus par rapport à la réduction de campylobactériose chez l'homme. Donc, je ne vais pas les détailler avis par avis. Simplement, si on prend le dernier, donc celui de 2011 où l'EFSA a été saisie pour proposer ou pour travailler sur la question des interventions à tous les niveaux de la chaîne, élevage, abattoir et distribution. Au fait, il en est sorti que l'élevage est un maillon clé et agissant sur la quantité de campylobactères à ce stade, dans les animaux, au niveau de l'élevage, impacterait la réduction de campylobactériose chez l'homme de 90 à 100%. Plus précisément, si on pouvait réduire la quantité de campylobactères dans les intestins des animaux vivants de 3 logs, on pourrait impacter la réduction des campylobactérioses chez l'homme de 90 à 100%. Récemment, au niveau français, l'ANSES a été saisie par la Direction générale de l'alimentation pour répondre plus ou moins à la même question. Alors, j'ai choisi de me focaliser sur l'élevage. Je ne détaillerai pas les étapes ou les efforts à faire dans les étapes suivantes, parce que là aussi, au niveau français, le modèle d'analyse quantitative de risque qui a été utilisé et les données qui ont alimenté ce modèle ont montré aussi qu'en réduisant la concentration dans les animaux vivants de 2,5 log, on pourrait réduire le risque de 93%. Donc, même si c'est des estimations, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, ce sont deux modèles différents, avec des données plus ou moins différentes, mais qui aboutissent à une conclusion identique. C'est pour ça que je limiterai aujourd'hui la discussion sur les moyens de lutte au niveau de l'élevage. Mais ça ne veut pas dire que les autres étapes sont à négliger, c'est-à-dire l'abattoir et la distribution et même le consommateur. Donc, les moyens de lutte au niveau de l'élevage, on peut les regrouper en 3 grandes catégories. Soit agir au niveau des mesures de biosécurité, soit ajouter dans l'alimentation animale des additifs qui, là aussi,
on peut les regrouper sous de très grandes familles, les acides organiques, les probiotiques, les prébiotiques, etc. Et aussi la vaccination. Donc, je ne referai pas toute l'histoire que je vous ai présentée en 2015. Je fais des conclusions rapides pour vous détailler la partie vaccination. Donc, en termes d'additifs, alors, pas à privilégier, je m'explique, parce que beaucoup d'études ont été réalisées, beaucoup aussi par nos équipes à l'ANSES, qui ne sont pas concluantes au fait en matière de robustesse de privilégier cette solution sur le terrain. Pourquoi? Parce que les animaux ne répondent pas tous de manière identique. On a une variabilité très importante dans les lots quand on rajoute un additif, même si au bout du compte on a une réduction moyenne qui peut atteindre 2 log, mais la répétabilité, on n'a pas pu la confirmer, et donc c'est une piste, au moins pour le moment, qui n'est pas à privilégier seule, peut-être en combinaison avec d'autres éléments de biosécurité, par exemple. La biosécurité, au fait, on y revient beaucoup. Pourquoi? Parce que on pense qu'à court terme, c'est des solutions qui peuvent être mises en place rapidement. Bien sûr, quand on prouve qu'en faisant comme ça, on pourrait obtenir tel résultat. Donc, aussi, on attend dans les années, on va dire à court terme, des propositions dans ce sens. Donc, quant à la vaccination, alors on va voir si c'est un espoir et une solution prometteuse à retenir. Donc, au cours des JRA 2015, je vous avais montré les différents types de vaccination qui étaient en cours recensés de la bibliographie, au fait, sous plusieurs formes de vaccins utilisés durant cette période, qui ont montré, c'était des études au niveau expérimental, il n'y a aucune vaccination aujourd'hui contre Campylobacter dans les élevages. Donc globalement, qui ont montré une protection partielle et dont les inconvénients qu'on retrouve pour les additifs, on les retrouvait aussi au niveau de la vaccination, la non-reproductibilité des essais d'une fois à l'autre, et puis la méconnaissance aussi du système immunitaire des animaux. Donc à l'époque, nous avions démarré un projet européen qui s'appelait Campibro, qui a réuni un consortium de plusieurs partenaires. Et sur cette partie de vaccination, l'ANSES était porteur, en impliquant plusieurs équipes de l'ANSES de Ploufragan, l'unité qui travaille sur l'hygiène et qualité des produits avicoles et porcins, donc laboratoire national de référence pour les campylobactères, une unité spécialiste sur la vaccination, génétique virale et biosécurité, et le service d'expérimentation animale, puisqu'on a eu recours de faire des essais en animalerie. Donc, nous avons basé notre travaux sur un concept qui était nouveau, qui s'appelle la vaccinologie inverse. Donc, ce que je vais vous présenter, ce sont aussi les travaux d'une autre thèse sur Campylobacter dans l'équipe. Donc, ce concept vaccinologie inverse, brièvement, consiste à explorer de manière bioinformatique un génome connu. Si on l'applique à Campylobacter directement, c'est-à-dire on part du génome de Campylobacter qui code pour des protéines qui peuvent être des antigènes potentiels pour un vaccin, et par des analyses bioinformatiques très orientées, paramètres immunologiques, etc., on arrive à cribler et à réduire ou à focaliser la sélection vers des antigènes très puissants qui restent à prouver, mais nouveaux, qui ne sont pas décrits, et qui peuvent être utilisés donc pour le développement d'un vaccin vis-à-vis de Campylobacter. En dernière étape, donc avant d'aboutir à ce chiffre, donc en partant de 1758 gènes et en passant les différentes étapes de criblage, on est arrivé à 14, et ces 14 donc ont été
recherché sur une centaine de génomes de Campylobacter pour voir s'ils sont présents et s'ils peuvent être utilisés comme vaccin. Parce que si ce n'est utilisé que si on le retrouve que dans une seule souche, c'est pas la peine d'aller développer un vaccin. 5 minutes, allez, 3. Je vais vite. Je vais accélérer. Donc, voici ces 14 molécules qu'on a retrouvées et donc tout le processus est déjà publié pour les plus curieux. Et donc, après ce processus de prédiction, nous avons voulu montrer ou prouver que ça peut être concrétisé. Donc, nous avons développé un protocole expérimental sur du poulet de chair qui nous a pris plus d'1 an à optimiser. Brièvement, ça consiste à appliquer 2 vaccinations, une à 5 jours, une à 7 jours. Une première fraction vaccinale basée sur de l'ADN, suivie à 12 jours par une vaccination dont la fraction est protéique. On infecte les animaux une semaine après, soit à 19 jours, et puis on prélève et du sang pour le suivi immunologique et des CK pour le suivi de la colonisation. Donc on est parti des 14 molécules identifiées, on a choisi 6 pour démarrer, les 8 autres restants à tester. Rapidement, donc, il a fallu produire ces vaccins, partir de la prédiction à la production. Donc, un schéma assez complexe pour produire la première partie, qui est le vaccin à ADN, suivi donc d'une deuxième partie qui est la production du vaccin, la partie protéique. Et donc, ensuite, nous avons appliqué le protocole que je vous ai montré, une vaccination à 5 jours, poulet de chair, suivi d'une vaccination à 12 jours, une semaine après, et puis des prélèvements tout au long. Ce qui est important ici, c'est de vous montrer qu'à la fin de la durée de l'essai, donc on a essayé de se rapprocher du terrain, un essai de 42 jours, on a pu démontrer que ces 6 vaccins, nouveaux vaccins, ont tous déclenché une réaction immunitaire chez les animaux, à plus ou moins un niveau important. Et quand on les teste, quand on suit l'évolution de Campylobacter dans les CK, on a pu trouver que 4 molécules sur 6 présentent des résultats de réduction intéressants. Je retiendrai plutôt ces 3-là qui ont pu induire jusqu'à 4 logs de réduction au cours de cet essai. Donc là encore, ces travaux sont publiés de manière très détaillée si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc des résultats très satisfaisants, même si je ne vous cache pas qu'en répétant cet essai avec les molécules les plus prometteuses, nous avons été confrontés à un problème de significativité, c'est-à-dire nous avons obtenu une réduction dans les lots traités, mais par rapport aux témoins, nous avons perdu un peu de significativité, mais on a les explications pour et le travail continue. Au fait, la vaccinologie inverse ou la vaccination, pour le moment, c'est un moyen de lutte qui est à prévoir à moyen et à long terme, parce qu'il reste à valider les résultats qu'on a obtenus, les 8 autres molécules à tester, surtout valider ce travail au niveau du terrain, chercher un mode de vaccination pratique pour vacciner des milliers d'oiseaux, parce que là, au cours de l'essai expérimental, c'était animal par animal par voie intradermique. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le travail continue pour améliorer et aboutir à un moyen de lutte qui peut être appliqué sur le terrain. Donc on a un nouvel test qui continue, qui va démarrer en fin d'année. Les moyens de lutte à court terme, pour conclure, je me focalise sur la filière avicole parce que, comme je vous ai montré, il y a d'autres, elle représente peut-être 50% d'explications des cas qui sont liés à cette filière, mais ça veut dire qu'il y a une autre moitié où il va falloir aussi explorer pour améliorer
la réduction de campylobactériose. Mais si on se focalise sur la filière avicole, on attend un retour sur le critère qui a été mis en place et les premières données que Julie vous a montrées. Donc, voir si ça va impacter, ne serait-ce qu'en mettant en place ce critère, une diminution de campylobactériose, parce qu'il y a un lien entre la quantité, effectivement, à tous les stades, jusqu'à la manipulation par l'homme. Donc, plus il y en a au début, plus on a de la chance, enfin, ou le risque que ça induit une campylobactériose. On attend aussi des résultats de projets qui vont explorer ce que je vous ai dit sur la biosécurité. Et au fait, il y a un nouvel avis de l'EFSA qui est en cours, qui consiste aussi à revoir les connaissances depuis le dernier avis de 2011 et maintenant, en se focalisant sur les interventions au niveau du terrain. Et la Commission incite beaucoup à trouver une solution rapide, fiable. Donc d'ici la fin de l'année, peut-être que cet avis apportera plus d'éclairage. Les additifs, je ne les exclus pas, mais peut-être en combinaison avec d'autres mesures. Et bien sûr, aujourd'hui, je me suis focalisée sur les élevages, mais n'oublions pas que toutes les étapes de la chaîne sont concernées et les efforts doivent concerner justement tous les acteurs et toutes les étapes de la chaîne. Et pour finir, je voudrais remercier les équipes qui ont particulièrement travaillé sur la vaccination, donc les 3 équipes de l'ANSES et le financement par la Commission de ce projet. Merci.